Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne ici sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est touchy, d'un sujet qui est sensible, celui de l'investissement dans les armes et les entreprises de défense et d'armement. Bonjour Louisa. Bonjour David. Alors, on sait que les établissements financiers sont de plus en plus nombreux à exclure l'armement de leurs investissements, au même titre que l'alcool, que le charbon, que le tabac. Et en même temps, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle n'est pas en train de changer un petit peu la donne? Parce qu'il y a différents courants de pensée qui s'opposent. Bien sûr, la guerre en Ukraine est en train de remettre en question beaucoup de choses, notamment le sujet sur les armes. Mais toutefois, il ne faut pas oublier qu'une des premières exclusions réglementaires concerne les armes dites conventionnelles. Donc il ne faut pas non plus oublier toute une réflexion de long terme qui est liée à cette exclusion. Et donc, en fait, on a des armes controversées. Alors, il y a armes conventionnelles, armes controversées. Expliquez un peu la différence. Les groupes, on va dire, la grande classification, c'est les armes controversées. À l'intérieur des armes controversées, on a des armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes régies par les conventions sur la guerre. Et on a des armes non conventionnelles, ce sont des armes aussi qui sont régies par des conventions, mais qui traitent par exemple sur les armes biologiques, sur les armes classiques, sur d'autres types en fait, des conventions qui ne sont pas en lien avec la guerre. Donc ça, c'est la grande classification. Ce qui est réglementaire, c'est l'exclusion des armes dites conventionnelles. Donc, on va parler des bombes à submunition et des mines antipersonnelles qui sont régies par la Convention d'Oslo et la Convention d'Ottawa. Donc c'est un sujet qui a été vraiment très discuté en 2007 et qu'aujourd'hui revient sur la table parce qu'en Ukraine, on s'aperçoit qu'il y a une utilisation des armes comme le phosphore blanc, comme les armes incendiaires, qui ont des effets néfastes sur les populations civiles. Et sur ces courants qui s'opposent, en se disant aujourd'hui peut-être qu'il faut faire bouger un petit peu la doctrine en matière d'investissement dans les armes ou dans la défense. Parlons déjà de quels sont ces courants qui s'opposent. Donc, d'un côté, vous avez surtout des associations proches du secteur de la défense qui disent que les armes, finalement, aident à protéger des populations. Pourquoi ne pas intégrer ces armes dans la taxonomie sociale, donc dans les discussions de la Commission européenne pour développer des activités qui peuvent rentrer dans une classe dite sociale? Et d'autres qui disent non, on ne va pas mettre ce type de secteurs dans des fonds d'investissement socialement responsables. Ça me fait penser un peu à une image, quelqu'un parlait de l'extincteur. Donc vous savez, dans un bâtiment, souvent de l'extincteur quand il y a du feu. Ce n'est pas pour autant que vous classez ces bâtiments comme un bâtiment vert. C'est utilisé en cas de feu, mais ce n'est pas utilisé et c'est pour ça qu'on ne va pas appeler un bâtiment vert. Et c'est un peu la même réflexion qu'on utilise pour les fonds ISR. Ce n'est pas en fait quelque chose qui va contribuer à définir une activité durable. Alors au final, on se dit quoi? On peut intégrer des acteurs de l'armement, de la défense, qui ont une stratégie durable ou c'est incompatible? Pour nous, c'est le type d'armes et un peu le point de départ de dire est-ce qu'on intègre des acteurs liés à la défense, oui ou non. Parce qu'il y a dans la défense... Qu'est-ce qu'on peut intégrer alors justement? Qu'est-ce qu'on ne peut pas intégrer? Nous, on a identifié 7 types d'armes qui vont au-delà de ces définitions des armes conventionnelles. Donc on va prendre par exemple les armes chimiques, biologiques, les armes à fragmentation, uranium appauvri, incendiaires, aveuglantes et finalement les phosphores blancs. On va identifier les entreprises qui produisent ce type d'armes. Et on les exclut. Mais voilà. Il en reste encore dans ces cas-là Il en reste des armes classiques en fait qu'on utilise, des armes civiles. Donc c'est compatible. On peut avoir une approche. Mais on ne les met pas. En fait, ces types d'armes aujourd'hui, on les exclut de tous nos fonds, que ce soit un fonds ISR ou pas un fonds ISR. C'est une exclusion systématique. Bon, mais dans l'autre sens, donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, avec une approche ESG, on peut investir dans des entreprises de l'armement et de la défense. Il reste des groupes qui cochent encore des cases? Oui, qui vont avoir des pratiques... je pense que c'est un sujet compliqué en fait en termes de pratiques, mais après, dans des fonds classiques, vous pouvez retrouver des entreprises liées à la défense. Il ne faut pas non plus avoir une approche naïve. En fait, on aura besoin, comme de la même manière, on a besoin de l'extincteur dans nos bâtiments. Pour soutenir l'industrie de la défense européenne, parce que c'est ça qui est le sujet derrière, pour assurer la protection et la sécurité des Européens. C'est ça le sujet qui est derrière. Oui, c'est ça, il y a un sujet de sécurité, mais ça, je pense que c'est pas
à l'investisseur de déterminer ce qui fait partie de la sécurité européenne ou pas. Je pense que c'est un sujet qui doit être traité par les États et c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire dans nos fonds et que pourquoi on est allé plus loin dans cette exclusion, c'est de regarder les droits humains, en fait, les populations civiles, un usage démesuré de ce type d'armes qui ont des impacts très importants dans des conventions des droits humains. Bon, en tout cas, les lignes, on finit là-dessus, les lignes bougent sur ce sujet-là. Sujet qui était assez, voilà, il y avait une doctrine et les choses avec la guerre en Ukraine sont peut-être un petit peu en train de bouger. Hein. Clairement, clairement. Surtout que ce qu'on voit notamment, il y a des entreprises liées aux phosphores blancs. On voit que les phosphores blancs, par exemple, s'utilisent de des manières. Soit vous pouvez l'utiliser pour illuminer pendant la nuit, donc comme une espèce de... pour éclairer dans les champs de bataille, mais au contraire, quand c'est utilisé comme une arme incendiaire, quand les phosphores blancs ont en contact, en fait ça émet des flammes, quand il est en contact avec l'oxygène, ça peut avoir des effets dévastateurs sur les populations qui sont proches de l'explosion et c'est ça les impacts qu'on voit un peu en Ukraine actuellement. Et il y a des entreprises européennes, oui. Des entreprises allemandes par exemple, qui aujourd'hui sont associées au phosphore blanc. Bon, ok, merci beaucoup. En tout cas, explication signée Louisa Flores, directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Asset Management. Merci beaucoup. Merci David. Allez, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.